Il n'est pas de jour sans que les médias ne se fassent l'écho d'une discussion, d'une polémique, d'un débat autour des questions d'alimentation. Et c'est vrai que ça nous ramène aux années 80 où la série des grandes crises sanitaires et environnementales a commencé et aujourd'hui, elles ont conduit finalement à remettre en cause notre alimentation et au-delà, les formes traditionnelles de la production agricole, le côté productiviste de celle-ci, et puis également les stratégies industrielles dans l'agroalimentaire. Et donc aujourd'hui, ce qui est positif, c'est que nos concitoyens, nous-mêmes ici, nous avons finalement une tendance à nous ressaisir de cette question alimentaire et de plus en plus s'exprime le besoin de reprendre un certain pouvoir, de s'investir. Et il y a plein d'initiatives dans les territoires autour du lien avec l'agriculture, de la cuisine, de la création de liens sociaux. Alors au fond, ces reconquêtes, de quoi témoignent-elles et quels sont finalement les enjeux aujourd'hui? Donc quand nous parlons, et ce n'est pas à Tours que je vais l'expliquer, de système d'alimentation, en fait nous parlons d'un système complexe alimentaire qui a trois dimensions, une dimension nutritionnelle, une dimension économique et une dimension culturelle. Et comme toujours, ces situations sont plurifactorielles, compliquées, les transitions sont difficiles. Je rappellerai bien sûr que Brillat-Savarin, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es, ou bien Lévi-Strauss, les aliments doivent être bons à manger et bons à penser. Et donc, aujourd'hui, dans notre société française, nous sommes omnibulés par la question de la qualité. Nous avons oublié les pénuries, et je voudrais rappeler que toute la population française n'est pas à l'abri de pénuries aujourd'hui, mais le traitement médiatique publicitaire le montre, maigrir, l'agriculture biologique, les labels, etc. Or, la question de la quantité est totalement liée à la question de la qualité. Et je voudrais revenir sur la définition qu'en donne au niveau mondial le Comité de la sécurité alimentaire, qui est placé auprès du secrétariat général de l'ONU, qui dit « La sécurité alimentaire et nutritionnelle existe lorsque les êtres humains ont à tout moment la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins, préférences alimentaires pour mener une vie sereine et active. » Alors, effectivement, à l'heure, j'y reviendrai tout à l'heure, où nous savons que nous allons atteindre un taux de population de plus de 9 milliards d'hommes en 2050, et qu'il faut préserver la planète, la question du changement climatique, longuement évoquée précédemment par Jean Jouzel, doit conduire inexorablement à une augmentation de la production agricole. Certains évoquent celle plus du double, voire plus. Mais donc se pose la question d'une transition. Alors mon exposé va porter tout d'abord sur cette notion même de transition pour revenir à des considérations plus précises sur ce qui se passe dans la sphère agroalimentaire, qui ont déjà été évoquées du reste par Jean. Une transition... Excusez-moi pour ce PowerPoint un peu compliqué, mais il y a plusieurs sens qui sont donnés au mot transition. C'est le passage de l'état d'un état à un autre, deux états, A et B. Elle peut être spatiale ou temporelle. Et à ce moment-là, transition, c'est synonyme de trajectoire, d'évolution, de changement climatique, de scénario. L'autre définition, et dans cette définition-là, le stade B représente plus souvent, en dehors des dimensions des transitions techniques, mais un idéal, un but, donc lié aussi aux utopies. L'autre définition, c'est le fait même du passage d'un état à un autre. Et alors, c'est le processus, l'action, le mouvement. Et on parle de transition démocratique, de transition démographique. Et dans ce sens, on sait que quand B advient, A disparaît. Les deux derniers sens sont plus sur la méthode. C'est le fait de passer graduellement. On met alors l'accent sur la continuité, ou bien c'est l'état intermédiaire, un régime de transition, un gouvernement de transition. Et à ce moment-là, la transition est interstitielle. Et dans ces deux sens, finalement, on voit qu'il y a une grande continuité de ces étapes et des étapes bien balisées. Alors, quand on réfère à l'histoire des sciences ou à l'histoire des technologies, c'est le côté un peu philosophique de mon exposé, les sciences nous enseignent beaucoup. Il y a eu des grandes ruptures dans les sciences, il y a eu des transitions, et il y a des visions différentes de cette notion de transition. Il y a celle de Duhem, alors toutes du début du siècle dernier,
de Duhem qui dit il faut repérer les grandes continuités historiques, on enrichit des hypothèses, on inscrit ces réflexions dans le temps long. Mais il y a aussi des philosophes comme Kuhn qui disent que nous pensons les transitions qu'à l'aide du cadre conceptuel qui nous permet de poser nos questions au sein d'un paradigme, c'est lui qui est à l'origine de cette notion, et d'une science dite qu'il appelle normale. Et donc les crises des révolutions scientifiques sont inanticipables. Et puis il y a aussi Bachelard qui, lui, postule des paris sur ce qui va changer et sur ce qui restera traduisible de notre monde. Alors, dans les technologies, j'ai choisi de citer un philosophe économiste, enfin sociologue contemporain, Daniel Sarevitz, qui est aux États-Unis. Et lui, il explique que lorsque la connaissance n'est pas largement incarnée par une technologie efficace, mais qu'elle doit plutôt être appliquée à la pratique par le biais, par exemple, d'apprentissage, d'incitation institutionnelle, de structures organisationnelles ou de politique publique, ce qui est le cas dans les situations que nous connaissons, la difficulté d'améliorer les résultats est grandement amplifiée. Et effectivement, quand on songe parfois à la simplicité, l'efficacité de la solution technologique, la maîtrise de la chaîne cause-effet, par exemple dans le cas des avions, par exemple, ce niveau 2 de complexité systémique, et par exemple affaire à un système de transport aérien, par exemple, et l'objet, à ce moment-là, la technologie est liée, c'est un phénomène social et culturel, bien sûr, mais il y a une augmentation de la probabilité de conséquences inattendues. Et d'autant plus quand ça se couple encore à l'évolution d'autres systèmes en transition, comme dans le cas toujours des avions, par exemple, des systèmes de paiement bancaire facilités ou au contraire de comportements qui évoluent face au changement climatique. Alors, ceci réfère bien évidemment à des travaux qui ont eu lieu depuis la Seconde Guerre mondiale sur les systèmes complexes. Je n'irai pas du tout dans ces explications-là, mais simplement pour dire que dans des systèmes complexes où il y a des jeux d'acteurs multiples avec des spatialités différentes, des temporalités différentes, des valeurs différentes, et qui s'incarnent dans des structures forcément très différentes, il y a des systèmes sont déterminés, on connaît les variables, mais elles peuvent évoluer de façon chaotique, non linéaire, avec des dynamiques non linéaires, et se stabiliser, c'est ce qui se passe dans ce qu'on appelle les systèmes adaptatifs complexes, avec l'émergence de nouveaux ordres d'organisation qui ne sont pas prévisibles au départ. Et donc, on voit bien que nous sommes confrontés à des visions qui convergent quelque part. Et pour les conclure, cette partie de mon exposé, je voudrais citer, alors de revenir au début du siècle, au psychologue et philosophe John Dewey, qui est à l'origine de l'école de philosophie américaine sur le pragmatisme, cette citation est un peu longue, mais elle est vraiment intéressante parce qu'elle nous ramène à nos capacités de changer. On ne peut jamais prédire le futur. Les idéaux, y compris ceux qui portent sur une individualité nouvelle et en prise avec le monde, doivent être dégagés à partir de possibilités ouvertes par les conditions existantes, même s'il se trouve, c'est à l'époque, qu'elles sont celles d'une époque d'industrie et de firmes, comme aujourd'hui. Ces idéaux prennent forme et gagnent en contenu, alors même qu'ils œuvrent à remodeler les conditions dans lesquelles nous vivons. Nous devons, afin d'avoir quelque continuité dans la direction de notre action, formuler un programme d'action en anticipation des actions qui vont se présenter. Mais un programme, et ça c'est vraiment important, fait de fins et d'idéaux, coupé d'une méthode réactive et flexible, est un poids mort, car son caractère dur et rigide présuppose un monde fixe, un individu statique, et aucune de ces deux choses n'existe, dit-il avec beaucoup de simplicité. Il implique que nous puissions prophétiser le futur, une tentative qui revient à prophétiser le passé et sa répétition. Voilà, donc je tenais à vous faire donc nous pouvons avancer, nous pouvons bouger. Les situations que Jean a décrites, qui sont effectivement d'une ampleur hallucinante, ont des échos dans le système alimentaire et nous avons la maîtrise de bouger, en écoutant un peu tous ces anciens. Alors, sur la fonction nutritionnelle, je n'insisterai pas simplement sur la dimension de plasticité métabolique qu'un nutritionniste connu, que dans la salle où certains connaissent, Xavier Leverve, évoquait, il est décédé malheureusement. Cette plasticité nous a permis de répondre à des contraintes environnementales, comme les régimes des Esquimaux ne sont pas les régimes des gens de l'Asie, mais aussi à des modifications comportementales, et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le phénomène métabolique planétaire qui est l'obésité, et qui répond à des contraintes de nature psychologique, environnementale et aussi bien sûr métabolique. Et donc aujourd'hui, on sait que la nécessité de survie dans les grandes famines et l'adaptation aux situations de pléthore se jouxtent. Nous sommes, comme disait Claude Fischer, dans un milieu d'abondance alimentaire avec un organisme adapté à la pénurie. Bon.
Bref, sur cette dimension de plasticité, je voudrais développer un autre point que les économistes, et qui est très bien évoqué dans un livre récent que je vous encourage à lire, de Pierre Combris, l'Homo economicus, à la table de l'Homo economicus, de la subsistance à l'abondance. Le concept de transition nutritionnelle a été développé dans les années 80, 90, sur la base d'enquêtes de la FAO et en montrant qu'il y avait des lois qui gouvernaient quelque part notre alimentation, et en particulier la corrélation avec le revenu. Et on sait que dans les revenus sont faibles, par exemple, la proportion des lipides est d'environ 10% dans un régime alimentaire, et elle passe à 40% dans des sociétés, chez des ménages riches. Et donc, on sait aussi et c'est ça le paradoxe de la situation dans laquelle nous vivons, qu'au XVIIIe siècle, les Américains étaient les plus grands que nous, et aujourd'hui, ils sont devenus les plus gros. Et l'obésité atteint des taux records de 38%. Et tout ceci est à mettre en regard du déterminant majeur de cette transition, qui est le coût qui a chuté des denrées de consommation, et bien sûr la diminution de la dépense physique. Alors je n'irai pas plus loin sur l'explication sur cette transition, mais la notion de transition est déjà une notion qui est utilisée. Alors, bien évidemment, on peut jeter un regard rétrospectif sur cette transition nutritionnelle. Elle s'intègre dans une vision historique, paléontologique, dont j'irai très rapidement. Au Paléolithique, la maîtrise du feu, l'apparition de la cuisine, une culture alimentaire qui a abouti, et c'est ce qu'explique aussi très bien Pascal Pic, à la création, et Pierre Combris, à la création de la notion de surplus alimentaire. C'est-à-dire un gain côté énergétique et qui peut être déplacé et affecté ailleurs. Ça a commencé dès le Paléolithique, mais ça a continué, bien sûr, au Néolithique, avec l'apparition de l'agriculture et de l'élevage, et qui s'est développée dans le monde entier, et non pas simplement en Mésopotamie. Et la création, à travers cette activité d'un surplus régulier alimentaire, a permis de créer des réserves, d'augmenter la population, de créer même une organisation sociale. Donc on voit le lien entre nutrition, culture et économie, et voire politique, qui s'est développé tout au long de notre histoire. Et bien évidemment se concrétise aussi au moment de la création des cités telles que Babylone, où apparaît à ce moment-là la division du travail entre la production agricole et les métiers de l'alimentation. Alors, bien évidemment, nous sommes beaucoup plus sensibles à ce qui se joue plus récemment que nous, et ce qui est appelé souvent la quatrième transition, au moment de la révolution industrielle, qui avait commencé bien avant, avec le passage au milieu du XVIIIe siècle d'une alimentation à la fin de l'économie de subsistance, avec l'augmentation de la natalité, de la démographie et de l'espérance de vie. Mais c'est au moment de la révolution industrielle qu'on intègre au marché les systèmes alimentaires avec la séquence que nous connaissons aujourd'hui de production, de transformation et de distribution. Et donc, rappelons qu'en 1800, les 2/3 de la population sont agriculteurs et fournissent le surplus alimentaire à 1/3 de la population. Aujourd'hui, c'est 2% de la population qui produit de l'alimentation et qui fournit un surplus de 98% au reste de la population. Autre élément qui frappe, qu'évoque Pierre Combris dans son livre, au XVIIIe siècle, 2 heures de travail au salaire le plus bas pour acheter 1 kilo de blé, aujourd'hui 2 minutes de SMIC. Donc on voit que nous avons vécu une période où le système agro-industriel, grâce au progrès à la fois chimique, génétique, mécanique, a permis d'énormes gains de productivité. Le prix réel des aliments a chuté, la sûreté alimentaire a été largement améliorée. Rappelons un rapport du Parlement il y a une dizaine d'années évoquait 150 000 morts par an d'intoxication alimentaire dans les années 50 et 150 par an en 2000. Donc on voit qu'il y a des effets extrêmement positifs. Mais ce système se heurte aujourd'hui, a atteint des limites qui concernent deux dimensions. Une dimension
agricole purement technique, si je puis dire, et alimentaire, avec tous les résidus que l'on trouve dans l'alimentation, des pertes de nutriments, enfin associées au processus de transformation, et puis des externalités négatives qui sont liées au mode de vie sédentarisé, au système économique, et puis bien sûr et aux conséquences environnementales de l'agriculture. Alors, avant de revenir sur qu'est-ce que sont les lignes de force qui font évoluer le système aujourd'hui, je voudrais revenir sur cette perte de confiance rapidement, des crises, je ne les évoquerai pas plus, mais la crise fondamentale, c'est celle de l'ESB en 1996, et c'est un sociologue, Jean-Pierre Poulin, qui l'évoque très bien, je vous aurai la bibliographie à la fin, dans un papier à Mediapart, du reste de l'automne. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un divorce entre la pensée des experts et la pensée dite profane. Je faisais partie quelque part du monde d'experts, et nous avons cherché à comprendre le comportement de nos concitoyens de façon rationnelle, et en cherchant à minimiser les risques. Or, le risque alimentaire n'est pas un risque comme les autres, car l'ingestion des aliments n'est pas, comme je l'ai dit au début, les ressorts ne sont pas les mêmes que ceux de la raison. Et donc, aujourd'hui, d'autres évolutions, bien sûr, ont pris le pas, peut-être là-dessus, malgré tout. Les enquêtes du CEVIPOF le montrent, le changement, la remise en cause des discours d'autorité du monde politique, des institutions, du discours des experts, qui est lié bien évidemment à la science, mais aussi à la politique, corrélé, couplé depuis quelques années à l'investigation des historiens des sciences, des journalistes autour de ce qu'on a appelé les stratégies de doute dans l'industrie du tabac, mais qui concernent, vous en avez des échos dans les médias très souvent, font que cette confiance est vraiment ébranlée et que la forme de création de processus de confiance a changé avec les réseaux sociaux, je caricature bien sûr, et donc maintenant c'est beaucoup plus des dimensions de proximité, d'immédiateté, de participation qui pilotent ces processus-là. Et bien évidemment, avec aujourd'hui des lignes qui durent dans le temps, la notion de qualité qui est omniprésente dans la demande de nos concitoyens, et qualité qui est aussi symbolique, et que Jean-Pierre Poulin l'explique très bien, l'alimentation industrielle manque d'humanité, de sociabilité et de culture. Et donc nous nous retrouvons finalement à idéaliser une alimentation différente, beaucoup plus proche de la pratique agricole aussi. Alors ceci mobilise bien évidemment le monde politique. Et je citerai juste deux enquêtes, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale en 2018 sur l'alimentation industrielle et l'Office parlementaire qui vient de publier un rapport sur l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux par les agences, retrouver le chemin de la confiance. Alors, cette remise en cause est corrélée à des nouveaux modèles qui apparaissent. Mais elle se heurte à des challenges. Jean Jouzel l'a évoqué très bien avant, le challenge du changement climatique, bien évidemment, je n'y reviens pas, et qui a finalement le grand mérite, je dirais, de nous mettre face à une échéance. Donc, ça-ci change complètement, et c'est donc bien un changement. Mais je voudrais insister plus sur une seconde dimension, qui est celle de l'insécurité alimentaire mondiale et aussi de la pauvreté. Plus l'insécurité alimentaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai rappelé quelques chiffres, il y a 2 milliards de personnes, donc un cinquième, qui souffrent d'insécurité alimentaire grave ou modérée. Alors sur ces 2 milliards, il y a ce qu'on appelle la sous-alimentation grave. C'est 800 millions d'urbains et de ruraux, une personne sur 9, voilà, et qui sont liés, et ceci lié non pas à des questions d'insécurité, de guerre, de pauvreté, de grande pauvreté. Et puis, il y a la malnutrition que j'ai déjà évoquée par excès de calories, avec cette épidémie d'obésité que l'on voit apparaître dans le monde entier, mais aussi par carence vitaminique ou éléments minéraux. Et tous les pays sont concernés, bien évidemment, tous les pays sont concernés, mais ce qui se passe, c'est que par exemple en Afrique, en particulier en Afrique, on parle de double, de triple, voire de quadruple peine, c'est-à-dire la faim, les carences, enfin l'excès de calories, les carences, et puis ce que Jean a évoqué, les destructions, les pertes, le gaspillage alimentaire.
Et donc, mais ceci dit, quand on lit, j'ai pour préparer cet exposé, je vous ai mis à la fin la biblio, il y a énormément de rapports qui sont sortis de la FAO, de la Banque mondiale, d'autres organisations. Il y a quand même de l'espoir de la sous-nutrition, la sous-alimentation diminue, et la grande pauvreté aussi, mais avec des corollaires d'apparition de grandes inégalités. Mais c'est un autre débat. Et donc, je voudrais... mais c'est quand même une question qui doit nous interpeller. Quand j'évoquais quantité et qualité, la quantité est un vrai souci. Alors, les autres transitions le monde bouge, donc il n'y a pas que la transition agroalimentaire, il y a d'autres transitions qui se jouent simultanément. Le système est complexe. Et donc, transition épidémiologique, que j'ai évoquée à plusieurs reprises, au XIXe siècle, l'embonpoint était considéré comme une manière de résister aux pathologies épidémiques, bien évidemment. Ça n'est vraiment plus le cas aujourd'hui. Et puis, rappeler un chiffre sur la France, puisque j'ai cité les États-Unis tout à l'heure, 50% de la population est en surpoids. Et ce surpoids, les 17% des enfants, l'obésité est moindre mais la dimension sociale est claire de ce problème. Ce sont 4 fois plus de problèmes dans les familles, chez les enfants de familles d'ouvriers. Alors bien évidemment, ceci nous mènerait à toutes les politiques de santé publique et nutritionnelle. Mais je voudrais plus insister sur une autre transition qui est à l'origine du reste de l'emploi du mot transition, c'est la transition de la démographie. Je n'ai pas le temps de revenir sur les différentes périodes, mais c'est le rapport mortalité-fécondité qui joue. Et aujourd'hui, depuis le XXe siècle, la baisse du taux de fécondité qui égale celui de la mortalité, ce qui n'était pas le cas au XIXe siècle où il y a eu une grande explosion démographique, et aujourd'hui une stabilisation, mais on voit apparaître ce que les démographes appellent la 4e étape, c'est-à-dire la chute de la fécondité sur le taux de mortalité. Et donc, ceci amène à créer et donc une baisse de la démographie dans un certain nombre de pays, en particulier en Europe. Et donc, des scénarios ont été faits par les Nations Unies avec des perspectives en 2030 de 8,5 milliards, 2050 9,7 milliards et 2100 11 milliards. La courbe ne monte pas de façon exponentielle du tout. C'est basé sur des taux de fécondité qui baissent en lien avec un autre facteur que je vais développer, qui est l'urbanisation. Et donc, mais par contre, ce qui est vrai et ce qui est un enjeu majeur pour nous tous, c'est que les 50% de la croissance démographique à venir vont se concentrer en Afrique, et en particulier en Afrique subsaharienne. Alors, autre transition qui est majeure aujourd'hui, et quand on parle d'agriculture, on n'a pas tendance à parler des villes, mais j'y reviendrai parce que c'est indissoluble, c'est totalement lié. C'est l'urbanisation. Alors, je vous ai mis quelques chiffres qui augmentent de façon que les villes s'accroissent. Entre 1950 et 1990, nous sommes passés à 2,3 milliards. On était en dessous du milliard d'habitants avant. Ensuite, jusqu'à aujourd'hui, quasiment, la population urbaine a augmenté de 1,6 milliard, ce qui est l'équivalent de la population mondiale de 1900. Et au cours des 35 prochaines années, nous serons 2,5 milliards de plus en ville. Et on considère qu'en 2100, 55 à 90% de la population vivra dans les villes. Alors, bien sûr, le taux d'urbanisation moyen, toutes les régions sont concernées dans le monde entier, est de 70%. Et puis, la surface urbanisée augmente plus que la population urbaine. Bon, elle reste limitée. On estime qu'en 2030, elle sera 5-6% de la superficie totale des terres. Mais donc, cette urbanisation est un facteur, a des conséquences sur la démographie, la consommation, l'environnement. La Banque mondiale a constaté que les habitants des villes, effectivement, avaient ce tropisme vers des problèmes de malnutrition. Et donc, mais impacte la réduction de la pauvreté, et c'est un facteur du reste plutôt positif. Alors, revenons à notre système agroalimentaire.
Jean a montré des chiffres. Je voudrais revenir là plutôt sur des évidences et des débats qui le traversent aujourd'hui. Bien évidemment, il y a des débats autour de l'augmentation des terres cultivées au détriment des forêts et des pâturages versus la réduction de la part calorique carnée. Il y a des débats autour de la part à affecter aux ressources énergétiques et aux ressources alimentaires, notamment en lien aussi avec le changement climatique, l'invention de nouveaux modèles agricoles. Puis il y a des convergences, bien sûr. Par exemple, la lutte dans les PED et les pays développés, je l'ai dans partout, contre les pertes aux champs, dans les transports, dans le stockage, les marchés et la consommation. Et je voudrais citer un accord de la semaine dernière de la FAO qui évoquait 14% de pertes au niveau mondial. C'est un nouveau chiffre qu'il faut interroger. Et ils ont passé un accord avec les marchés de la distribution mondiaux, non pas sur la partie consommation, sur la partie passage du champ au marché, pour diminuer ce taux. Donc, ce problème fait vraiment consensus. Aller vers la sobriété alimentaire avec substitution partielle de protéines carnées, c'est déjà le cas chez nous. Et là aussi, les changements de régime alimentaire commencent à faire consensus. Changer des pratiques de protection des cultures, et voilà, il y a énormément de signes. Et je voudrais insister plus particulièrement sur quelques dynamiques de changement. D'une part, c'est la question de l'agroécologie. Ici, mes collègues de l'INRA sont là et pourront compléter, bien évidemment. C'est d'un très grand intérêt. Tout le monde entier converge sur cette notion-là. Bien évidemment, vous me direz, l'agriculture biologique a été précurseur. Oui, mais aujourd'hui, cette démarche englobe toutes les formes d'agriculture. Vous savez qu'il y a des formes d'agriculture plus traditionnelles, d'exploitation familiale, en particulier en Afrique. Mais il y a aussi des filières agroalimentaires de production qui s'insèrent dans les marchés. En France, il y a des formes de production différentes, d'agriculture raisonnée, biologique, plus intensive. Et donc, la stratégie agroécologique, elle est globale. Elle dépasse ces différences-là et elle cherche à créer une agriculture à triple performance, économique, environnementale et sociale qui s'adapte aux particularismes des territoires. Et je citerai des travaux récents. Tout le monde ignore qu'il y a auprès de l'ONU, près de la FAO et du Programme alimentaire mondial et d'autres institutions, un groupe d'experts de haut niveau qui s'appelle HLBE, dont un Français du reste est le président, Patrick Caron, et qui a fait plusieurs rapports avec ce consensus scientifique mondial sur l'intérêt de cette démarche. En France, récemment, je voudrais citer 2 rapports France Stratégie, qui viennent puisque nous sommes en discussion de la PAC, bien sûr, qui vient de faire un rapport sur faire de la PAC un levier pour la transition agroécologique. Vous avez aussi le ministère des Affaires étrangères, sécurité alimentaire, nutrition et agriculture durable, la stratégie française. Et puis surtout, la loi de 2014 sur la programmation de l'agriculture et la loi récente Egalim. Et donc, ceci doit mobiliser la recherche. Je n'insisterai pas plus. L'idée, c'est de s'appuyer plus sur des fonctionnalités du vivant, sur les interactions dans les écosystèmes et d'élargir les critères de performance aux dimensions, bien sûr, sociales et environnementales, comme dans tout système durable. Et ceci a aussi pour objectif d'une restauration de la confiance avec les consommateurs qui sont attentifs de plus en plus à ces enjeux avec la mise en avant de dynamiques locales. Et ça m'amène à 3 autres lignes de force que l'on voit aujourd'hui se dégager. Sur le rôle croissant des territoires. Il y a, vous savez, la notion de territoire est une notion très variable. Les territoires sont à des échelles différentes, concernent des organisations différentes. Donc toute la difficulté, c'est de choisir le bon niveau de développement. Et là, on voit que dans la loi, je crois, de 2014, il y avait ce qu'on appelle des projets d'action territorialisés qui ont un certain succès. Il y en a une centaine actuellement en France, qui sont des formes d'organisation entre des acteurs différents autour de la notion de territoire.
territoire, de circuits courts de distribution, limitation de précarité alimentaire, car comme je l'ai dit, il y a une population qui a besoin de ce qu'on appelle le droit, qui relève du droit à l'alimentation, et bien sûr de production biologique. Mais je voudrais surtout insister sur les deux derniers facteurs. Du fait de cette urbanisation, nous savons que la production agricole devra augmenter, mais il y a tout un mouvement autour de l'agriculture urbaine et périurbaine. Et c'est une réalité dans les pays en développement. Il y a des rapports de la FAO que je vous incite à lire. 800 millions de personnes la pratiquent, c'est pareil, mais vu l'urbanisation croissante, c'est une source majeure de revenus pour l'agriculture périurbaine, voire plus lointaine, et aussi d'économies pour les résidents. Donc on voit, il y a des thèses actuellement au Vietnam, etc., comparées entre la France et le Vietnam sur ce type de pratiques. Et il y a eu un rapport du Conseil économique, social et environnemental en France récemment. Alors bien évidemment, les modèles économiques sont totalement différents. Il y a des gens qui approchent ces démarches pour des questions de solidarité, mais il y en a aussi qui le font dans le cadre de start-up avec des capitaux à la clé qui n'ont rien à voir avec les capitaux pour l'installation des exploitations agricoles. Et donc, mais il n'empêche que c'est une voie qu'il convient d'explorer, qui est intéressante. Et puis, la biodiversité, que j'aurais pu mettre comme un des éléments de contexte, puisqu'on sait qu'elle baisse et qu'il faut absolument pallier. Mais je voudrais terminer sur une note d'espoir, quelque part, sur notre capacité à pouvoir dépasser les ruptures qui s'annoncent devant nous. C'est une étude de la Fondation pour la recherche biodiversité qui vient analysant un papier publié aux États-Unis, qui montre que du fait de l'urbanisation, quelque part, d'abord la biodiversité, c'est indispensable pour l'agriculture, bien évidemment pour la production, mais c'est aussi un problème beaucoup plus général qui a affaire à notre bien-être global. Hein. Et donc la Fondation montre que ce papier va nécessiter, bien sûr, et nous sommes dans une période de déclin de celle-ci, donc la création de réserves de conservation. Nous sommes dans un déclin d'impact environnemental mondial maximal. Et ils évoquent une échéance jusqu'en 2050 qui va nécessiter la création de réserves. J'ai écouté la radio ce matin, hier, la création du 11e parc national français dans la région de Langres. Donc, un investissement sur ces politiques de conservation, mais l'urbanisation, qui est à l'origine de la stabilisation des populations, d'une réduction de la pauvreté, de transformation économique et d'idées nouvelles, devrait conduire à un nouveau rapport homme-nature et à un relâchement de la pression sur les écosystèmes. Et donc, on voit qu'on peut avoir des transitions, mais toute la question, c'est la temporalité. C'est-à-dire, est-ce que nous n'allons pas trop détruire de biodiversité avant? Aura-t-elle, d'ici 2100, à travers le temps de se redévelopper? Bref, vous voyez, il y a des incertitudes bien évidemment majeures, mais il faut, comme le disait John Dewey, avancer de façon pragmatique. Et je voudrais donc en conclusion dire que notre passé agroalimentaire est riche et absolument a été essentiel. Donc une transition ne peut se faire qu'à la John Dewey, si je puis dire. Et aujourd'hui, en 2021, il y aura un sommet mondial de l'alimentation. Vous avez les villes qui se mobilisent, le pacte de Milan. Et donc, de plus que jamais, il faut, et comme on le dit souvent dans le monde de la recherche agroalimentaire, agir localement et penser globalement. Voilà, je vous remercie. Merci.